parce que c'est le professeur Noël qui va venir. Je vais vous la rendre tout de suite. Attendez. Oui. Christian, Noël, inutile de te vas-y, viens donc, viens Christian. Merci. Donc à nouveau, merci de nous accueillir chez toi. Et donc tu vas nous parler de cette approche nouvelle, innovante en greffe rénale. Oui. Merci beaucoup. Donc on ne peut pas faire de greffe d'organes ABO incompatibles, hein, à l'inverse des greffes de moelle. Là, c'est parfaitement possible parce que nous disposons de façon naturelle d'anticorps dans notre sang qui sont dirigés contre le groupe, entre guillemets, adverse. C'est-à-dire qu'un patient de groupe sanguin A a des anticorps dirigés contre les globules rouges qui sont des anticorps anti-B. À l'inverse, un patient de groupe sanguin B va avoir des anticorps anti-A. Le groupe sanguin O, lui, va avoir des anticorps à la fois anti-A et anti-B, donc il ne pourra recevoir que du O. Et le groupe AB, qui est un groupe sanguin rare, lui, il n'a pas d'anticorps, il est dit du reste receveur universel. Donc ça représente un obstacle pour la greffe d'organes, parce que lorsque l'on fait ça, si on greffe un organe sans compatibilité dans le groupe sanguin ABO, on a un énorme risque de rejet. Donc pour pallier ce problème, il y a deux solutions. Soit on fait une manœuvre dont je vais vous parler concernant nos aptitudes à retirer ces anticorps naturels, de façon probablement transitoire d'ailleurs, soit on fait une manœuvre organisationnelle au niveau national, organisé par l'Agence de biomédecine, qui consiste à faire les dons croisés qui sont permis dans la loi depuis quelque temps. Mais à chaque fois, bien sûr, il faut comprendre que ça concerne que les donneurs vivants, puisque que ce soit la désimmunisation où il faut préparer le donneur un peu quelques jours à l'avance, on ne peut pas le faire en groupe décédé, puisqu'on ne peut pas garder des greffons de donneurs décédés pendant plus de 20 ou 24 heures, ou que ce soit en matière de dons croisés, où là c'est une organisation presque territoriale extrêmement lourde, et là aussi il faut faire des appariements entre donneurs et receveurs, et donc on ne peut pas le faire en termes de donneurs décédés. Donc c'est un plus pour les donneurs vivants. Alors qu'est-ce que c'est que cette désimmunisation ? Bien, chacun d'entre nous avons un taux d'anticorps de façon naturelle en fonction de notre groupe sanguin, donc il est connu, on en a plus ou moins, du reste, il y en a certains patients, certains donneurs, de façon naturelle, ont peu d'anticorps, et ça peut intervenir du reste dans la prise en charge de ces patients. Il faut absolument baisser le titre sanguin de ces anticorps, qu'on appelle des iglo-agglutinines, parce qu'ils agglutinent les globules rouges dans le sang quand ils sont présents. Et donc, on utilise soit la plasmaphérèse, qui est quelque chose de très ancien pour retirer les anticorps, soit à l'heure actuelle, des membranes un peu spéciales qui peuvent nous faire de l'immunoabsorption, c'est-à-dire récupérer ces anticorps naturels et les retirer du corps du receveur, du futur receveur. Et donc on suit ça de façon très précise avec le taux d'anticorps que l'on voit baisser un peu avant greffe
comme je vais vous le montrer. Alors ça se passe sur quelques jours, et c'est important parce que la principale complication que l'on risque, c'est un rejet vasculaire. Parce que les rejets vasculaires sont en général des rejets dépendants des anticorps, et ces rejets vont survenir très précocement après la greffe, et sont très graves. C'est les rejets les plus graves. Autant on peut faire un rejet dicellulaire, pas beaucoup cette dichotomie, mais elle existe quand même en pratique, notamment sur le plan anatomopathologique. Autant on peut faire un rejet cellulaire et puis avoir une durée de vie de greffon très appréciable, autant un rejet humoral, un rejet vasculaire, c'est quelque chose de très grave. Ça va être dépendant non seulement de la façon dont, la facilité avec laquelle on a pu retirer ces anticorps naturels en cas d'incompatibilité ABO, mais également en fonction de la présence d'autres anticorps anti-HLA, ce qui veut dire aussi que quand on fera des désimmunisations chez les receveurs de donneurs vivants, on évitera de multiplier les risques et notamment de les incompatibilités HLA avec anticorps déjà présents chez le receveur. Alors voilà ce que ça donne. Oui, quand on commence quelques jours avant, on voit régulièrement le taux d'anticorps naturels qui disparaît dans le sérum. Et à partir d'un certain taux, on peut greffer, d'accord ? Et puis ça peut continuer à descendre un petit peu, mais quelquefois ça peut même réapparaître. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on couple ça, soit comme on le faisait dans le temps, et on l'a fait, on va le voir avec les Japonais, si on faisait une splénectomie, c'est-à-dire si on retirait la rate, soit maintenant de façon plus efficace avec des anticorps anti-CD20, c'est-à-dire des anticorps qui sont dirigés contre les lymphocytes B, les lymphocytes B étant des lymphocytes qui fabriquent les anticorps, vous voyez ce taux d'anticorps ne réapparaît plus et il tient le coup, si j'ose dire, pendant plus de 30 jours. Donc c'est un plus de faire autre chose que de retirer les anticorps, soit donc au moment de la greffe faire une splénectomie comme on le faisait avant et comme l'ont fait les Japonais, on va voir pourquoi, soit maintenant utiliser le rituximab qui est cet anticorps anti-CD20. Donc voilà l'ensemble de la procédure telle qu'elle était faite, elle est faite au Japon, c'est-à-dire vous voyez, dans les 10 jours qui précèdent la greffe. C'est pour ça qu'on a besoin d'un donneur vivant, parce qu'on programme la greffe. Ils sont sous traitement immunosuppresseur avant greffe, avec des traitements immunosuppresseurs maintenant qui sont les plus modernes, comme le tacrolimus, le Cellcept et les corticoïdes. Et on commence les plasmaphéreses tous les jours en surveillant le taux d'anticorps qui va baisser régulièrement. Et quand il est à un taux suffisant, on fait la greffe, mais juste avant, on fait la splénectomie, ce qui est quand même salure, ou maintenant ce rituximab. Donc tout le monde fait à peu près maintenant quelque chose. Mais vous voyez que derrière, on a encore un traitement immunosuppresseur forcément après greffe qui est assez lourd et qui contient notamment de la corticothérapie. Alors si on ne fait pas ça, on a des rejets vasculaires, mais de façon assez rapide, jusqu'à 10 jours, quelquefois, dans les premières semaines, et jusqu'à 30 jours. Et curieusement, après, quand on a passé ce cap-là, il ne se passe plus rien, comme s'il y avait une espèce d'adaptation du système immunitaire à cet antigène, qui est pourtant toujours là, comme on va le voir. Alors ce rejet, il n'est pas anodin, comme je vous le disais, puisque il y a une différence de survie dans le temps, vous voyez, au bout de 7 à 9 ans, chez les patients qui font un rejet initial et ceux qui n'en font pas. Donc ce n'est pas un rejet facile à traiter et il y a des conséquences à long terme. Alors c'est ce que je vous disais, si l'on obtient un chimérisme, et on l'a de temps en temps, on peut le prouver sur certaines biopsies, eh bien curieusement, c'est-à-dire l'expression sur le greffon des antigènes du receveur, ce n'est pas de bon pronostic. Et curieusement, c'est un groupe de patients dont l'évolution, même avec un chimérisme, donc, qui en principe ne reconnaît plus cet antigène comme étranger, même avec ce chimérisme, les résultats ne sont pas bons. Alors globalement, et notamment j'ai pris les résultats de l'équipe de Toulouse, qui est l'équipe en France qui en fait sans doute le plus, vous voyez que les résultats sont très bons, puisque même dans cette expérience, ils sont meilleurs dans le groupe
avec incompatibilité ABO que sans compatibilité ABO. Donc on a très très bons résultats à distance. Alors l'autre possibilité, c'est de faire des dons croisés. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où deux couples sont en incompatibilité ABO. Et dans ce cas-là, on va rechercher en France un autre couple, donneur-receveur, qui soit en compatibilité. Donc pas en isogroupe forcément, mais en compatibilité ABO. Donc ça c'est compliqué, c'est organisationnel, c'est-à-dire que l'agence de biomédecine organise un panel de pairs donneurs-receveurs et organise les échanges entre deux villes. Par exemple, vous avez à Lille un patient qui est de groupe A et une patiente, comme par hasard, c'est les femmes qui donnent le plus. Une patiente qui est de groupe B, ils ne peuvent pas s'échanger les reins. On va aller chercher un donneur à Nancy qui est dans une situation équivalente et on va faire une greffe en isogroupe. C'est très compliqué parce qu'il faut repérer bien sûr bien à l'avance ces patients-là. Les bilans sont déjà très sophistiqués en termes de donneurs vivants, mais vous imaginez que si une équipe qui doit faire la greffe du receveur va accepter un donneur qui n'a pas lui-même expertisé, on va dire, il peut y avoir méfiance en quelque sorte, et donc c'est extrêmement sérieux, avec l'objet de nombreuses réunions pour être certain qu'il y ait bien une adaptation entre donneur et receveur que l'on ne connaît pas. Et alors après, je ne vous dis pas, sur le plan administratif avec l'agence de biomédecine, c'est assez épouvantable, jusqu'au jour de la greffe où tout est chronométré, parce que le principe, c'est de faire la greffe en même temps dans les deux villes différentes. C'est le greffon qui voyage et non pas le donneur ou le receveur. Et donc, on calcule les heures d'avion pour qu'ils arrivent à peu près en même temps, les heures de bloc, et il y a un chronomètre, et le chirurgien dans une ville doit commencer au même moment que le chirurgien dans l'autre ville. Donc, c'est assez stressant, et c'est assez long à performer. On met quelques mois avant d'obtenir cette faisabilité, et c'est une organisation qui est donc assez lourde. Mais ça permet cette fois-ci, donc, de ne pas donner d'autres immunosuppressions supplémentaires que lorsqu'on doit faire une désimmunisation. Alors, vous avez vu que le traitement immunosuppresseur est très lourd en cas de désimmunisation, et donc on a une augmentation du risque infectieux, et notamment des infections à BK-virus, peu importe. Et surtout, vous voyez qu'on poursuit la corticothérapie. Or, les protocoles d'immunosuppression modernes ne font plus appel à la corticothérapie. Elle est arrêtée au bout de 7 jours en général quand tout se passe bien. Et en termes de donneurs vivants, ce sont les meilleurs résultats que l'on a. Les patients sont bien préparés et on a très peu souvent besoin de poursuivre la corticothérapie. Et donc, il faut informer les couples de ça. Ce sont les inconvénients de l'une ou l'autre méthode. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui choisissons. C'est le patient, quand on lui a expliqué ce que je viens de vous expliquer, soit qu'on prépare le receveur avec une désimmunisation, soit qu'on fait un échange au niveau national, qui choisit. Alors, les donneurs et même les couples donneurs-receveurs, sont souvent désappointés, voire démotivés quand ils ne connaissent pas l'autre donneur, parce qu'ils ne le connaissent pas. En cas d'accident, ça arrive rarement, mais c'est arrivé une fois, pas chez nous heureusement, que la greffe n'a pas marché de façon immédiate. Vous imaginez dans ce type de greffe les conséquences psychologiques qu'il peut y avoir, et notamment une perte de confiance vis-à-vis des équipes. C'est très lourd donc pour les équipes elles-mêmes. Le délai d'attente est donc forcément augmenté, que si vous avez votre donneur sous la main ou vous prévoyez une date point à la ligne. Et malheureusement en France, on ne fait pour l'instant que 2 paires à la fois, on n'échange que des paires limité, et donc il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est pour ça que le délai d'attente peut être long. On peut passer son tour de 6 à 1 an. On peut passer son tour et le délai d'accès à la greffe peut être prolongé. Donc il faut en informer les gens, et in fine, ce sont eux qui choisissent l'une ou l'autre procédure. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est plus un obstacle à la greffe ABO incompatible.
Je vous ai beaucoup parlé du Japon. Même au Japon, maintenant, la loi a évolué, les idées ont évolué, et ils s'autorisent à présent à faire des greffes de ce type-là, sans forcément donc en donneur décédé, plus souvent, alors qu'avant, ils ne faisaient pratiquement que du donneur vivant. Je vous remercie. Merci de nous avoir sobrement mais très clairement expliqué les avancées immunologiques ou organisationnelles dans le fond, destinées à faire face aux difficultés d'accession à la greffe. Peut-être vous avez l'un ou l'autre des questions sur ce point qui est extrêmement important et qui est tout de même le lieu de progrès incontestable. Yves. Est-ce qu'il n'y a pas des niveaux d'incompatibilité dans le groupe A, par exemple, qui sont plus ou moins sévères et qui rendent peut-être la greffe plus ou moins difficile ou plus ou moins facile? Oui, dans le groupe sanguin, je suis passé assez vite dessus, mais effectivement, il y a des groupes, et du reste, ça s'est fait quelquefois par hasard dans le temps, notamment en Belgique. Il y a des groupes sanguins qui ne sont pas responsables d'une immunisation naturelle très importante, et on pourrait se passer de plasmaphéreuse ou d'immunoabsorption. Mais dans par exemple, un groupe sanguin O, qui normalement on peut recevoir que du O, lui, quand on doit le désimmuniser, là c'est très lourd. Donc là, ça dépend du taux d'agglutinine, et on prépare les dossiers de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on regarde les taux d'agglutinine, quel que soit le groupe sanguin, et on se rend compte effectivement qu'il y a des groupes sanguins où il y a très peu d'isoagglutinine naturelle. Là, c'est plus facile. Vous venez de parler des groupes sanguins. Qu'en est-il au niveau du facteur Rhésus? Est-ce que ça a une incidence? Non, le Rhésus, quand je dis aux patients, le Rhésus, on s'en fout. Donc, parce que les gens, ils sont embêtés, ils disent toujours, je suis A+, je suis O-. Le Rhésus, on s'en fout, ça simplifie le débat. C'est vraiment le groupe sanguin qui est important. Oui, c'est pareil. Et c'est précieux de haut. Pour la stratégie, maintenant vous avez opté pour le rituximab plutôt que la splénectomie, oui, parce que c'est clairement quand même des inconvénients au long cours, la splénectomie. Hein. Oui. Bon, c'est pas banal, puis il faut la faire en même temps le jour de la greffe. C'est pas évident. Donc le rituximab, c'est vraiment confortable et efficace. Mais l'inconvénient, c'est qu'on doit garder une corticothérapie au long cours. Christian, en France, dans l'Hexagone, quel chiffre de dons croisés qui ont été réalisés à ce jour? Combien de greffes dons croisés par an, c'est ça? Ouais. Bon. Ça doit faire une vingtaine à peu près. Mais c'est compliqué, et je dois reconnaître que ça perd un peu, ça bat un peu de l'aile, quoi. Ça bat un peu de l'aile parce que c'est devenu très très compliqué. Nous, on en a fait une avec l'équipe de Nancy, par exemple, c'est très bien passé, mais on y passe des heures et des heures. Ouais. Et en Amérique du Nord, aux États-Unis, par exemple, c'est pourtant une... Alors aux États-Unis, en Suisse, là, comme on l'a entendu aussi dernièrement à la Société de Strasbourg, il peut y avoir 4, 5, 6, plusieurs paires. Et donc ça change tout parce qu'il y a un potentiel d'échange plus important, et notamment quand on utilise un donneur altruiste au départ, où là il n'y a pas de receveur en face, ça initialise toute une chaîne très rapidement et on gagne 2 greffons, in fine, quoi. Mais là il n'y a qu'aux États-Unis ou aux Pays-Bas qu'on autorise les donneurs altruistes, qui n'est pas le cas en France ou même dans la majorité des pays en Europe. Donc c'est un peu ça le problème. Probablement que le gouvernement français ou l'agence de biomédecine, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, on dit on commence par 2 paires et puis après on verra. Donc ça veut dire que c'est adaptable peut-être dans le temps. Dans le temps, il n'est pas impossible qu'il y ait des ajustements progressifs. Oui, je pense. Oui. Surtout pour l'immunisation autre que le groupe sanguin, pour les groupes HLA,
là, c'est pratiquement inutile, quoi. Les chances d'avoir un rein comme de cette façon-là, donc par exemple, pour des patients qui sont hyperimmunisés sur le plan HLA, c'est pratiquement impossible. D'autres questions? Non? Non? Merci beaucoup, Christian.